d'une véritable alternative éco-socialiste en opposition au projet d'un capitalisme vert. Donc, je permets de vous signaler là mon petit livre donc, de poche, voilà, sur André Gorz, et ça c'est difficile, les éditions Ligne, déjà en octobre 2008. Donc, alors, André Gorz est-il cofondateur ou précurseur de l'écosocialisme? À mon avis, donc, il représente bien une tendance de ce mouvement écosocialiste, donc au moins une troisième tendance, donc qui est un peu distincte, d'abord de l'écosocialisme prôné par Joel Camel et James O'Connor, qui est aussi distinct de celui prôné par David Pepper, donc qui préconise surtout une alliance entre écologistes, socialistes et anarchistes. Donc Gorz a sa propre voix, ses propres vues sur cette question, mais à mon avis, quand on lit très attentivement, évidemment, ses écrits, on ne peut que conclure qu'il est tout à fait éco-socialiste et tout à fait représentatif pour ce courant éco-socialiste. Parce qu'évidemment, Gorz a traversé la seconde moitié du XXe siècle en témoin lucide de toutes ces mutations économiques et sociales. Je dirais que de tous les philosophes essayistes, journalistes, il est de loin celui qui a formulé les réponses les plus originelles aux grands défis de notre époque et de notre société en transformation permanente. Et à ce titre, il est non seulement un précurseur et penseur anticipant sur la révolution culturelle et la rupture qu'incarnaient les événements de mai 68, mais il est aussi et surtout celui qui, de tous ces penseurs critiques du capitalisme, est le plus focalisé avec ses analyses et ses réflexions critiques sur l'écologie politique. Il a appelé son grand livre « Écologie politique », publié en 1975, qui a été traduit dans tant de langues. Donc, ce qui a eu comme conséquence, entre autres, que le mouvement écologique actuel, celui des Verts, ou des Grünen en Allemagne, notamment dans sa composante écologie politique, lui doit au moins autant pour la définition de son socle théorique qu'à René Dumont ou à Edgar Morin. Or, la spécificité de la pensée d'André Gorz, en tant que cofondateur de l'écologie politique, est, entre autres, je pense, que cette philosophie d'un renouveau écologique et démocratique de nos sociétés de consommation fait partie d'une réflexion globale ayant pour but l'alternative socialiste et écologique au capitalisme. C'est très clairement exprimé dans les travaux de Gorz, notamment dans ce livre « Socialisme, capitalisme, écologie » de 1991, un livre qui malheureusement n'a pas été beaucoup lu. Or, dans ses tout premiers ouvrages, Stratégie ouvrière et néo-capitalisme, 1964, Le socialisme difficile, 1967, Réforme et révolution, 1969, André Gorz s'était encore positionné comme un penseur et un stratège d'un mouvement ouvrier socialiste et syndicaliste qui, tout en critiquant certaines erreurs et inadaptations de la stratégie socialiste aux conditions et besoins réels de son époque, défendait avec acharnement et enthousiasme l'autonomie des syndicats, et certes, avec quelques réserves, l'autogestion ouvrière. Or, à partir de l'année, il était proche du PSU, hein, donc à partir de l'année, et de l'aile gauche de la CFDT, à partir de l'année 71-12, et cela est sans nul doute le résultat de la rencontre de Gorz avec Ivan Illich et avec l'écologie, hein, qui émerge comme le mouvement féministe des événements de mai 68, André Gorz épouse, pour ainsi dire, corps et âme, la cause de l'écologie politique, en présentant des analyses critiques et des projets donc, qui ont enrichi de manière considérable les débats et le corpus théorique du mouvement écologiste, sans cesser de contribuer aussi en même temps aux réflexions sur une alternative socialiste au capitalisme avancé. Écologie et politique, 1975, ce premier grand succès en librairie, ce livre sera traduit dans une vingtaine de langues, est l'attestation première et décisive de ce tournant spectaculaire dans la pensée de Gorz. Car dans cet ouvrage, André Gorz se fait désormais ouvertement le porte-parole et avocat passionné de la sortie du nucléaire.
Gortz parle à ce propos, entre autres, du danger imminent de ce qu'il appelle l'électrofascisme. Il se fait l'avocat de l'exigence de la réduction drastique des émissions CO2 pour éviter une catastrophe climatique qui, depuis, s'est en effet déjà partiellement produite. Là, Gortz était en effet un visionnaire, un prophète des perspectives sombres pour les premières décennies du XXIe siècle en matière d'émissions CO2. Et il défend le premier l'idée de la substitution absolument nécessaire et à son avis inévitable des énergies fossiles, donc notamment du pétrole, qui sont, selon les prévisions, seront complètement épuisées d'ici 40 ans par des énergies alternatives, notamment les éoliennes, l'énergie solaire, etc. Mais dans ses prophéties, Gortz va apparemment encore beaucoup plus loin, en mettant en cause la logique même de notre société fondée sur le travail, en plaidant non seulement pour la décroissance, donc comme Serge Latouche, comme Paul Ariès, il plaide pour la décroissance, donc une revendication qui a été depuis reprise par de nombreux mouvements décroissants en France, sont nés en France dans le sillage de l'économie politique, mais en plaidant aussi pour la réduction de la semaine de travail à 20 heures, pour la substitution progressive des voitures individuelles par des moyens de transport collectif, et pour la création d'un grand parc de bicyclettes dans tous les quartiers des grandes villes, etc. Donc des revendications qui partiellement ont été reprises, entre autres par Bertrand Delanoë, avec l'opération Vélo Libre lancée sur Paris il y a 4 ans. Et bien sûr, d'autres propositions gortziennes, jugées trop radicales ou trop utopiques par certains, ont été l'objet de controverses, notamment sa proposition de la semaine de travail de 20 heures, celle de la décroissance ou celle d'un revenu d'existence avec lequel Gortz anticipe évidemment sur une société future où le non-travail, la gestion des loisirs et du temps libre seront un facteur de plus en plus important dont les gouvernements devraient tôt ou tard tenir compte. Donc, regardons maintenant un peu comment André Gortz envisage ce renouveau écologique et cette alternative socialiste. Donc, à propos, André Gortz, évidemment, a toujours souligné ce propos, notamment dans la réédition de son livre Écologie politique en 1978, aux éditions du Seuil, que le combat pour un renouveau écologique, démocratique et social n'est pas un combat en soi, mais seulement une étape importante sur le chemin de la réalisation du but utopique concret d'une alternative à la fois écologiste et socialiste à la société existante, dont la crise écologique coïncide, comme on le voit maintenant, avec une crise économique, sociale et politique sans précédent, qui, toujours selon André Gortz, ne peut être résolue dans l'immanence du système, mais seulement par une rupture révolutionnaire, c'est-à-dire par la prise de conscience que seulement l'instauration d'un nouveau mode de production écologique, dans le cadre général d'une reconstruction écologique et sociale de la société capitaliste, puisse assurer la transformation de notre société de consommation. Donc une société extrêmement inégalitaire, fondée sur la concurrence, la croissance, le productivisme et l'appropriation privée du profit. En une société solidaire, adéquate aux vrais besoins des hommes et des femmes, à savoir une société d'individus pouvant réellement déployer leur potentiel de créativité et de producteurs autogérant la production. Donc c'est dans ces termes qu'André Gortz se fait, en effet, dès le début, c'est-à-dire dès la publication d'Écologie politique en 1975, l'avocat d'une société éco-socialiste, c'est-à-dire d'une véritable révolution écologique et sociale dont l'objectif premier serait de créer un nouveau rapport de l'homme à la nature, à l'environnement et à la sphère de la production. Il est évident que dans l'esquisse de cette utopie d'une société autre, meilleure, au-delà de la société de consommation, du profit et du productivisme, Gortz a été très influencé à partir de l'année 1972-73 par Ivan Illich, d'origine croate, né comme lui-même à Vienne, vivant au Mexique, où Gortz lui a d'ailleurs rendu visite en 1974. Donc Illich, dont l'œuvre majeure, la convivialité, est devenue rapidement une des principales références d'André Gortz et qui l'a aussi beaucoup influencé dans sa critique de l'école et de l'aliénation.
Mais l'école de Francfort, et notamment Herbert Marcuse, comme auteur de l'homme unidimensionnel, ont exercé aussi une influence déterminante sur la pensée d'André Gortz, déjà à partir des années 67-68. Mais évidemment, l'écologie devient de plus en plus importante dans sa pensée à partir de 1974. Donc, et à partir de là jusqu'à la fin, pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. Il y a donc Gortz 1, on peut dire une parenthèse ferme avec ces 3 livres consacrés au socialisme, avec la publication de Réforme et Révolution en 1969, et après, à partir de 1974, alors il y a Gortz écologiste, mais qui quand même continuera à penser, à réfléchir, encore une grande partie encore, dans des catégories, avec un certain nombre de concepts clés du marxisme, à l'exception de certains. Je reviendrai d'ailleurs sur cette question. Donc, d'abord, encore un mot sur le refus gortzien du productivisme. Évidemment, selon Gortz, l'abandon du productivisme, la rupture avec le productivisme et l'orientation de la production industrielle vers la décroissance est une nécessité absolue. Déjà à cause du danger imminent d'une catastrophe climatique comme conséquence des émissions de CO2. Entre autres, ce qui est choisi entre parenthèses, ce qui a été décidé dans ce domaine par les grandes nations industrielles à Varsovie aux conférences suivantes est absolument insuffisant, car pour éviter la catastrophe climatique qui concerne déjà durement et dramatiquement certaines régions du monde, il faudrait réduire ces émissions CO2 d'ici à l'an 2030 de 50% à l'échelle mondiale. Or, les États-Unis et la Chine, j'ai déjà dit, les plus grands pollueurs refusent d'adhérer à cette logique d'urgence. Et troisièmement, alors, ce qui est important évidemment pour Gortz, penseur écologiste et socialiste, c'est sa défense d'une écologie d'en bas contre une écologie d'en haut. Parce que ce qui caractérise l'option écologico-politique d'André Gortz, c'est qu'elle est fondée essentiellement sur les perspectives d'une écologie d'en bas, qui contraste beaucoup avec la vision technocratique des réformes écologiques d'en haut, c'est-à-dire la vision et les propositions aussi des partisans du développement durable. Selon lui, des petites réformes écologiques, telles que sont maintenant envisagées ou mises en œuvre par le gouvernement, parce que personne ne peut plus nier l'écologie. Donc, même le pape pense à l'écologie, n'est-ce pas? Il y a des déclarations du Vatican qui vont dans ce sens. Ces petites réformes écologiques ne changent pas grand-chose. Elles ne visent qu'à intégrer une partie des revendications écologistes dans une politique de stabilisation du capitalisme. Gortz, lui, en revanche, en tant que partisan, d'ailleurs comme Covell, O'Connor ou Lowy, en France, et au Brésil, donc, Gortz, en tant que partisan d'une écologie d'en bas, il vise beaucoup plus loin, parce qu'il veut encourager tous ceux qui se forcent de construire sur la base de revendications écologistes radicales, une contre-force, ce qu'il appelle une contre-force d'attaque politique et sociale contre ce que Gortz appelle l'écofascisme et la régulation technocratique du capitalisme tenant compte de certaines revendications écologistes. Parce que c'est exactement ce qui se prépare au niveau du gouvernement, n'est-ce pas? Et des projets, du gouvernement, c'est impossible, l'UMP. Donc, éventuellement, une sorte de UMP-PS, parce que, évidemment, certains socialistes sont tout à fait tentés aussi par cela. Et donc, il ne cesse de souligner que l'abandon du productivisme, que la sortie souhaitée du productivisme n'est pas possible dans le cadre du maintien du mode de production actuel. Donc il est en accord avec James O'Connor, Covell et Lowy sur ce point. Donc, même si, évidemment, les auteurs que je cite, ces représentants américains et brésiliens de l'écosystémisme, ne parlent pratiquement jamais de Gortz. C'est-à-dire, oui, maintenant, enfin, le dernier livre, Michael Lowy parle enfin d'André Gortz, mais il ne parle dans ce dernier livre, L'écosocialisme, l'alternative radicale à la catastrophe écologique capitaliste. Donc, il n'évoque que le livre qui a été publié à titre posthume
de Gortz, c'est-à-dire les Ecologica. Malheureusement, il ne cite pas ces autres livres, il ne cite pas écologie et politique, il ne cite pas écologie, socialisme, capitalisme, écologie. Et, mais au moins, maintenant, il tient compte, il est le seul de ce premier grand courant écosocialiste qui a maintenant, je pense, à cause aussi un peu de moi-même, des dialogues que j'ai avec lui depuis des années sur cette question, est en train d'admettre aussi l'importance des travaux d'André Gortz. Donc une partie au moins est récupérable, notamment aussi pour ce premier grand courant de l'écologie politique. De toute façon, Gortz dit la même chose, il dit ce passage, évidemment, c'est important du productivisme, cette sortie du capitalisme, cette sortie du productivisme n'est pas possible, il n'est possible que par le passage, plus ou moins révolutionnaire, à un nouveau mode de production écologiste et socialiste, dans le cadre d'une économie sociale, le terme allemand, Sozialwirtschaft, qui substituera l'économie du marché aujourd'hui mondialisée. Donc seulement par cette mutation, par cette transformation qualitative, les effets négatifs d'une baisse généralisée du niveau de production, comme le chômage et la stagnation, pourraient être évités. C'est la thèse de Gortz à ce sujet. Et évidemment, Gortz, on lui a beaucoup reproché un livre, on lui a reproché à gauche le livre Adieu au prolétariat. Évidemment, contrairement à ceux qui préconisent la rupture révolutionnaire par la violence, André Gortz mise plutôt sur un processus de transformation plutôt lent et progressif, étant convaincu que cette transformation qualitative de notre société a en réalité déjà commencé. Mais c'est cela le secret, dirais-je, de son réformisme révolutionnaire, avec lequel il se positionne exactement à mi-chemin entre le socialisme réformateur de la social-démocratie, dont il critique la réelle politique, et la gauche révolutionnaire, c'est-à-dire l'extrême gauche, dont il critique l'impatience révolutionnaire et un certain archaïsme, à savoir notamment le maintien du mythe de la révolution au grand soir, parce que nous ne sommes plus ni en 1905 ni en 1917, et au mythe du prolétariat comme unique et principal sujet de la transformation sociale conformément à la doctrine de Karl Marx. Dans son livre « Adieu au prolétariat », publié en 1980 aux éditions Galilée, André Gortz a évidemment critiqué ces mythes et ce manque de réalisme dans le large secteur de la gauche française, en mettant en évidence, statistiques empiriques sociologiques à l'appui, comment les changements structurels du capitalisme avancé ont aussi transformé le statut du prolétariat et la conscience ouvrière, à tel point qu'il serait complètement erroné de se tenir dorénavant au mythe d'un prolétariat surexploité et révolutionnaire, comme Marx l'avait décrit et défini dans le Capital. Car cela ne correspond plus du tout à la situation réelle des travailleurs industriels dans la grande industrie aujourd'hui. Entre autres aussi parce qu'entre-temps, l'automatisation et la robotisation, le toyotisme et d'autres modernisations de la production dans le capitalisme avancé ont beaucoup diminué le poids sociologique de la classe ouvrière, et parce que ces travailleurs industriels n'ont plus la conscience révolutionnaire des prolétaires du 19e siècle, ou peut-être celle qu'elle avait encore dans les années 20, n'est-ce pas? Et ils n'ont plus cette conscience révolutionnaire des prolétaires, car ils sont non seulement encadrés par des syndicats bureaucratisés, habitués à négocier des augmentations de salaire avec le patronat et le gouvernement, mais aussi dans leur conscience affectée de plus en plus par les valeurs de la société de consommation et celles de la petite bourgeoisie. Et évidemment, seule si la gauche, dans ses diverses composantes, se congédie de ce mythe, c'est la conclusion que tire Gortz, entre autres, seule si elle tire donc radicalement et définitivement les conséquences politiques inévitables des transformations économiques et sociales intervenues pendant ces dernières années, des dernières décennies, et sera en mesure de définir de nouveau une stratégie politique claire
et convaincante qui lui permettra de gouverner de nouveau le pays et de bien conduire les réformes nécessaires dans l'esprit du